Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. La chambre 103. Je m'appelle Yann, j'ai 19 ans, et ma vie d'étudiant à l'université de Berkeley est loin d'être un rêve californien. Loin des clichés de fêtes endiablées et de surfeurs bronzés, je me bats pour survivre dans une chambre minuscule et miteuse, la 103, située au fond d'un bâtiment décrépit. Mes colocataires, des étudiants en médecine blasés et arrogants, me considèrent comme un boulet. La solitude me ronge, et l'angoisse me colle comme une seconde peau. Depuis quelques nuits, des événements étranges perturbent mon sommeil déjà fragile. Des chuchotements, des ombres furtives du coin de l'œil, des sensations de froid glacial qui me traversent, et des effleurements sur mon épaule. La 103 semble soudainement habitée par une présence invisible. La peur s'installe en moi, silencieuse et tenace, me privant de sommeil et de tout semblant de paix intérieure. En quête de réponse, je me réfugie dans la bibliothèque de l'université, un labyrinthe de livres et de connaissances. À la recherche d'un livre qui pourrait me donner des réponses sur ce qui m'arrive, je tombe sur un petit carnet, plié entre deux livres sur le paranormal et les esprits errants. C'est celui d'une étudiante disparue il y a des années, Chrissy. L'affaire n'a jamais été résolue. Je découvre en feuilletant ce cahier qu'elle était dans la même chambre que moi, mais elle n'avait pas de colocataire. Elle raconte qu'elle se fait harceler par son ex-petite amie, qu'elle a peur, et met même en garde que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait se tourner vers lui. Un certain Teddy. Elle a sûrement espéré que quelqu'un trouve son petit carnet, si un malheur lui arrivait. Contrarié par cette découverte, je retourne dans ma chambre. En entrant, je me mets à fixer le miroir déformé, accroché au-dessus de mon bureau. Son teint terni semble refléter plus que mon simple visage. Soudain, je le trouve différent. Je vais le prendre pour l'examiner, mais il est collé. Je tire dessus, en vain. J'abandonne et pars me coucher. Cette même nuit, en pleine crise d'angoisse, je me place devant le miroir, implorant l'invisible de se manifester. Un souffle froid me caresse la nuque, suivi d'un murmure. Yann, aide-moi. Regarde derrière. La terreur me paralyse, mais une étrange fascination m'attire. Guidé par mon instinct, j'arrache le miroir collé au mur, qui se casse sous la pression. Je trouve une sorte de carré de mur, comme un rafistolage mal fait. Je donne un gros coup de poing pour voir ce qui se cache, mais je n'étais pas prêt à découvrir ce qu'il se trouvait derrière. Je suis choqué. Devant moi se trouve un squelette replié sur lui-même, comme si quelqu'un avait forcé pour faire entrer ce corps. C'est peut-être l'étudiante disparue, Chrissy. J'appelle immédiatement la police. Une enquête est ouverte, des preuves ont été récoltées, et il s'agit bien de Chrissy. Il s'avère que c'est bien Teddy, le responsable, trop jaloux pour accepter leur rupture. On m'a changé de chambre depuis, maintenant je suis seul. Mais un soir, alors que je commence à retrouver le sommeil, je ressens comme une caresse sur ma joue, suivie d'un léger souffle. Je me retourne et j'entends. Merci. Je suis à la fois effrayé et apaisé. Cette histoire m'a bouleversé, mais elle m'a permis de prendre confiance en moi. L'internat. Je m'appelle Willow, j'ai 17 ans et je vis un enfer depuis mon arrivée à la Seattle Academy, un internat en plein centre de Seattle. Loin du rêve américain que je m'étais vendu, ce lycée UP se révèle être un nid de vipères où la cruauté se cache derrière des sourires de cinéma. Dès le premier jour,
J'ai été la cible d'un groupe de filles, les précieuses, menées par l'hypocrite Maddy, une blonde glaciale aux yeux verts. Elle se moque de mon look grunge, de mes origines modestes et de mon silence. Je suis devenu leur souffre-douleur, leur bouc émissaire, un jeu cruel qui se déroule dans l'ombre du campus. Le harcèlement ne se limite pas aux insultes et aux bousculades. Elles fouillent mon casier, déchirent mes vêtements et répandent des rumeurs abjectes sur mon compte. La solitude m'enveloppe comme un voile noir. Seul dans ma chambre la nuit, j'entends des murmures dans les couloirs et des rires étouffés. Le sommeil devient un mirage, la peur mon seul compagnon. Un jour, alors que je me réfugie dans la bibliothèque, je rencontre Evan, un garçon discret et rêveur. Lui aussi semble en marge de ce milieu social impitoyable. Une amitié improbable naît entre nous, un lien de survie dans cet environnement hostile. Il me confie ses propres démons, ses blessures intérieures, et on partage nos silences et nos secrets. Un soir, après les cours, je suis attiré dans un local désaffecté par un message anonyme. Naïve, je m'y rends, ignorant que c'est un piège. Les précieuses m'attendent, accompagnées d'une meute de garçons avides de violence. Ils m'encerclent, me diabolisent, me poussent à bout. La tension monte, l'air devient irrespirable. Soudain, Evan surgit, tel un chevalier noir venu à mon secours. Il me prend la main et on s'enfuit, laissant derrière nous les cris de rage et les insultes. Cette nuit-là, dans l'obscurité du campus, on scelle un pacte. Ne jamais céder à la peur, se battre côte à côte contre l'adversité. Le lendemain, la nouvelle de notre mésaventure se répand, comme une traînée de poudre. Les murmures et les regards hostiles se transforment en soutien inattendu. Un vent de révolte souffle dans l'internat. Des élèves lassés de la tyrannie des précieuses se rallient à notre cause. Un groupe mixte et solidaire se forme, prêt à défier l'ordre établi. La tension atteint son apogée lors de la soirée annuelle de l'internat. Sous les lustres scintillants, les masques tombent. Les précieuses, acculées et démasquées, s'en prennent violemment à moi. Mais c'est sans compter sur la force de notre collectif. Unis et déterminés, on leur fait face, refusant de baisser les yeux. La confrontation est électrique. Les insultes fusent, les larmes se mêlent à la rage. Le lendemain, les têtes baissées, les précieuses quittent l'internat, expulsées pour leur comportement intolérable. L'internat se réveille enfin de son long cauchemar. L'atmosphère est différente, plus apaisée, plus humaine. Un sentiment de liberté et d'espoir flotte dans l'air. L'ombre du harcèlement s'est dissipée, laissant place à la lumière d'un nouveau départ. Je ne suis plus seul. J'ai trouvé ma place, mon clan, ma famille. Ce n'est plus un enfer, mais un lieu de renaissance. La dégringolade a pris fin, laissant place à un avenir meilleur. Le cercle de pierre. Moi, c'est Sienna. J'ai 21 ans et je vis à Springdale, dans l'Arkansas. Un bled paumé où la vie est paisible, presque trop. Mais tout a basculé il y a 2 semaines, quand mon petit frère, Théo, 15 ans, a disparu sans laisser de traces. Ce soir-là, il était parti en balade dans les bois, derrière la maison. Un truc banal qu'il faisait tout le temps. Et quand la nuit est tombée et qu'il n'était toujours pas rentré, l'angoisse a commencé à monter. On a fouillé la forêt pendant des heures, hurlant son nom dans le noir, sans réponse. La police s'est mobilisée. Des chiens pisteurs ont été dépêchés, mais rien. Théo s'était volatilisé. Les jours qui suivent sont un cauchemar. L'espoir de le retrouver diminue au fil des jours, laissant place à une douleur sourde et lancinante. Un soir, alors que je pleure en silence dans ma chambre, j'entends un murmure, à peine audible, comme un souffle dans le vent. « Sienna, suis-moi. » Je saute de mon lit, la peur au ventre. Le murmure semble s'éloigner. Sans réfléchir,
Je prends ma veste et je me lance à sa poursuite. Il se dirige vers la forêt. La nuit est noire comme du charbon et le silence oppressant. Je suis le murmure et m'enfonce de plus en plus dans les bois. La peur me noue la gorge, mais je ne peux pas m'arrêter. Il me conduit jusqu'à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Un cercle de pierres anciennes, disposé comme un Stonehenge miniature. Au centre du cercle, une lumière bleutée palpite faiblement. En approchant de la lumière, je sens une chaleur étrange m'envahir. Le murmure s'est intensifié, se transformant en une voix claire et distincte. « Théo est ici. Viens. » J'ai tendu la main vers la lumière, et soudain, j'ai été happé par un tourbillon de couleurs et de sensations. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans la forêt. Je me trouvais dans un endroit indescriptible, baigné d'une lumière douce et apaisante. Devant moi, Théo était debout, un sourire timide sur son visage. « Siana, tu es venue. » Je me suis précipité dans ses bras, le serrant contre moi avec force. Il était là, en vie, et c'était tout ce qui importait. D'un coup, un hurlement retentit. On se retourne complètement flippé, et on découvre alors une créature géante et très sombre. Elle se rue sur nous. Théo me pousse sur le côté en me faisant tomber par terre. Je vois la créature l'attraper entre ses crocs et partir au loin. Je reste là, seul, le cœur brisé. Soudain, une lumière vive et aveuglante apparaît, et quelques secondes plus tard, je me retrouve dans la forêt, à l'endroit où j'ai trouvé le cercle de pierre. Théo n'est pas là. J'erre pendant un moment, cherchant un chemin avant de tomber de fatigue. Quelques heures plus tard, la police a retrouvé mon corps, inconscient, à l'orée de la forêt. Je me suis réveillé à l'hôpital, confuse et désorienté. Mes parents se sont précipités sur moi, les larmes aux yeux. Le récit de mon aventure a été décrédibilisé, comme un épisode délirant dû à un traumatisme provoqué par la disparition de mon frère. Personne ne m'a cru. Théo, lui, est toujours porté disparu. Mystère macabre. Je m'appelle Denis, j'ai 37 ans et je vis dans une petite ville perdue dans les montagnes du Montana. Un bled paumé où il ne se passe jamais rien, si ce n'est les beuveries des lycéens le week-end et les ragots des commères qui se répandent comme une traînée de poudre. Bref, l'endroit idéal pour crever d'ennui. Sauf que depuis quelques semaines, l'atmosphère a changé. Un silence pesant s'est abattu sur la ville. Les gens se murmurent des choses à voix basse, des regards inquiets se croisent dans la rue. On raconte que des phénomènes étranges se produisent la nuit. Des lueurs dans les bois, des craquements dans les maisons vides. Ce soir, je suis assis sur le perron de ma maison, à observer le ciel étoilé, quand un bruit attire mon attention. Un claquement sec, comme une branche qui se brise. Je me fige, les oreilles tendues. Le bruit se reproduit. Je me lève et me dirige vers la source du son. Mon cœur bat la chamade. J'arrive au bout de mon jardin et découvre une silhouette immobile, debout au milieu de la pelouse. La lune éclaire son visage. Je reconnais avec horreur mon voisin, Monsieur Lewis. Il est là, pétrifié comme une statue, les yeux écarquillés, la bouche ouverte comme s'il criait, mais silencieusement. Son visage est livide, ses traits figés dans une expression de terreur absolue. Je m'approche prudemment, la gorge nouée par la peur. « Monsieur Lewis, vous allez bien ?» Pas de réponse. Je tends la main pour le toucher, lorsque je vois un filet de sang noir qui coule de sa tempe, s'écoulant le long de sa joue pour tomber au sol. Je recule d'un pas, déboussolé. Une vague de nausée me submerge. Je me retourne et cours vers ma maison, sans oser regarder derrière moi. Je me barricade chez moi, terrifié. Je n'arrive pas à chasser l'image du visage de Monsieur Lewis. Je me précipite sur mon téléphone et appelle la police. La voix du dispatcher est calme et rassurante,
mais elle ne parvient pas à apaiser mon angoisse. Quelques minutes plus tard, les sirènes hurlantes déchirent le silence de la nuit. Des policiers envahissent ma maison, me posent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. L'enquête commence. La police fouille la ville, interroge les habitants, mais personne n'a rien vu, rien entendu. Monsieur Lewis est la première victime d'une série macabre qui va plonger la ville dans l'horreur. Les jours suivants se succèdent dans une atmosphère de terreur croissante. De nouvelles victimes sont retrouvées, toutes dans des circonstances identiques. Leurs corps sont figés dans des expressions de terreur, leurs visages livides, marqués par un étrange symbole gravé dans leur chair. La ville est en état de siège. Les gens se barricadent chez eux, refusant de sortir après la tombée de la nuit. La rumeur d'une malédiction se répand, alimentant la peur et la paranoïa. Mes nuits n'ont jamais plus été les mêmes depuis. Je suis parasité par des visions nocturnes effrayantes. Nuit d'horreur. Je m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans et je vis dans un petit lotissement paisible. Les voisins sont agréables et je m'y sens en sécurité. Il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose qui m'a terrifié pendant longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de raconter cette histoire. Un soir, je suis tranquillement installé dans mon salon à regarder un film, lorsque j'entends un bruit. Ça semble venir de la cuisine. Sur le moment, je me persuade que c'est juste le vent qui s'engouffre dans les tuyaux. Mais ensuite, le silence revient. Un silence anormal qui me donne la chair de poule. Ça m'intrigue. Du coup, je me lève, mes muscles tendus, et j'avance prudemment vers la cuisine. La porte est entr'ouverte. Je pousse le battant d'un geste tremblant et je balaie la pièce du regard. Tout est normal. Ou presque. La porte du réfrigérateur est légèrement ouverte. Un filet de lumière blafarde éclaire l'intérieur, révélant des rangées d'aliments vides. Tout est vide. La viande, les légumes, les fruits, les produits laitiers. Tout a disparu. Je recule d'un pas. Un frisson me parcourt l'échine. Mais what? C'est une blague ou quoi? Y a quelqu'un? Au même moment, j'entends un nouveau bruit, comme un chuchotement presque imperceptible. Je suis le son qui me conduit au sous-sol. La porte est fermée, mais le murmure semble provenir de l'autre côté. J'hésite un long moment, la peur me paralyse. Mais curieuse, je descends lentement les marches. Arrivé en bas, l'air est froid et une odeur nauséabonde flotte dans l'air. Je m'avance à tâtons, mes yeux s'habituant peu à peu à la pénombre. Soudain, j'entends un frottement. Par réflexe, je m'accroupis dans l'obscurité suffocante de la pièce. Mon cœur palpite. J'ai le sang figé dans mes veines. La tension pèse comme une chape de plomb sur mes épaules. Je n'ose plus respirer, de peur que le moindre son ne trahisse ma présence. Mes yeux s'habituant à l'obscurité, je vois dans un des coins une silhouette assise. Elle paraît humaine, mais difforme. Ses membres sont tordus dans des angles impossibles, et sa peau est d'une pâleur maladive. Quand mon regard se pose au niveau de son visage, je remarque ses yeux. 2 trous noirs dans un visage décharné. Ils sont fixés sur moi. Je pousse un cri d'effroi et je détale, remontant les marches à toute vitesse. Je claque la porte derrière moi et je me précipite vers la sortie. Je n'ose pas me retourner. Je cours et cours encore, sans savoir où je vais. La terreur me broie la poitrine. Après quelques kilomètres, je m'effondre sur le sol, à bout de souffle, flageolante. Je ferme les yeux et essaye de me calmer. Mais cette chose que j'ai vue me hante. Je n'ai plus revu cette silhouette, mais je sais qu'elle existe et qu'elle est tapie quelque part dans l'obscurité. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.